Pendant ces semaines de confinement, vous avez été nombreux à découvrir ou à renouer avec des centres d'intérêt type aquarelle, jardinage, cuisine, chant lyrique, histoire médiévale, littérature anglaise, code informatique et j'en passe. Et peut-être au moment où cette parenthèse confinée se termine, vous demandez-vous quelle place donner à ces centres d'intérêt dans votre vie professionnelle. On va répondre ensemble à cette question dans ce Banana Tip. Bienvenue dans la Banana Méthode. Pour répondre à cette question tout à fait légitime, je vous propose aujourd'hui 2 exercices que j'ai découverts au gré de mes lectures et que j'ai expérimenté de nombreuses fois auprès de mes coachés. Le premier exercice, c'est une sorte de ménage de printemps. Il s'agit de faire le tri entre loisirs, travail, vocation et carrière. Si cette question se pose souvent, qu'est-ce que je dois faire de mes centres d'intérêt, est-ce que je dois les vivre plus à fond dans mon travail, c'est parce que souvent il y a une confusion entre ces 4 catégories. Alors on va revenir sur chacune d'entre elles. La première, les loisirs. Les loisirs, ce sont toutes ces activités qu'on réalise par pur plaisir, librement, sans enjeu. On ne recherche pas de performance, on ne recherche pas d'argent. On le fait parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait du bien. La deuxième catégorie, c'est le travail. Je comprends ici le travail comme une activité gagne-pain, c'est-à-dire une activité rémunérée qui nous permet de nous nourrir, de nous loger, de payer nos factures, bref, d'être autonome dans un monde qui est matériel, quoi qu'on en dise. On n'en attend pas plus, mais on ne doit pas non plus en souffrir. On est vraiment dans une activité qui nous permet d'être autonome. La troisième catégorie, elle ne parlera peut-être pas à tout le monde. Il s'agit de la vocation. La vocation, c'est un appel, c'est un mouvement intérieur puissant, c'est la mission la plus grande qu'on souhaite réaliser. Alors c'est vrai qu'une vocation peut faire l'objet de notre activité professionnelle, mais si votre travail, votre activité professionnelle peut prendre fin, la vocation, elle, ne disparaît jamais. Enfin, la dernière catégorie, c'est celle dont je parle vidéo après vidéo, c'est la carrière, au sens anglais du terme career, c'est-à-dire une vie professionnelle qu'on choisit. La carrière, finalement, c'est un travail, mais c'est un travail qui nous épanouit, qui nous fait grandir, pour lesquels c'est vrai qu'on s'investit beaucoup parce qu'on en tire aussi beaucoup. Alors, je redis une chose que je répète souvent, mais faire carrière n'implique pas forcément de vivre une passion. C'est même rarement le cas. En revanche, ça implique d'avoir bien décodé son logiciel personnel, c'est-à-dire son mode de fonctionnement, ses besoins en termes d'environnement de travail, de collaboration, ses besoins financiers, son point d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, les rôles de prédilection qu'on aime jouer, les thèmes sur lesquels on aime travailler en particulier, etc., etc. Et je préfère préciser, tout le monde ne cherche pas à construire une carrière. Il y a des gens qui vivent très bien avec les 2 premières boîtes. Des centres d'intérêt, des loisirs qu'ils vivent avec plaisir et librement, et puis un travail qui est comme un gagne-pain qui leur permet, pareil, d'être autonome. Pas besoin forcément ni de vocation ni de construire une carrière. Donc on profite de son ménage de printemps pour faire le tri entre loisirs, travail, vocation, carrière. Et peut-être qu'après ce premier exercice, vous voyez déjà apparaître des envies de mouvement futur. Par exemple, qu'un loisir devienne à l'avenir un travail gagne-pain, ou l'envie d'investir dans une vocation pour qu'elle devienne bien le cœur de votre carrière. Si c'est le cas, je vous propose un second exercice pour valider ou invalider cette intuition. Il s'agit de la méthode des 100 fois. Cette méthode, elle est à la fois super simple et très exigeante. Elle consiste à répondre à la question « Suis-je prêt à m'engager à faire cette activité au moins 100 fois ?» Alors pourquoi 100 fois ? D'abord parce que les activités que nous réussissons le mieux sont celles qu'on a faites et répétées au moins 100 fois, des centaines de fois, au point d'en maîtriser toutes les nuances. Et puis ensuite, 100 fois, ça permet de distinguer ces fameux loisirs qu'on aime faire de temps en temps et librement, d'une activité professionnelle qu'on doit être capable de faire au moins des centaines de fois. Je prends 2 exemples. Vous aimez tourner du grès 3 heures par semaine pour en faire de jolies tasses que vous offrez à vos proches, mais aimerez-vous faire et refaire ces fameuses tasses 100 fois dans les semaines qui viennent? Vous avez adoré photographier votre meilleur ami et ses proches lors de son mariage. Aimerez-vous immortaliser des centaines de mariages dans les mois qui viennent? C'est ça la méthode des 100 fois. Repartez d'une activité que vous aimez, pour laquelle vous sentez une envie, et demandez-vous, suis-je prêt à m'engager à refaire tout ça au moins 100 fois? Alors,
Alors personnellement, j'ai beaucoup de centres d'intérêt, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées et plein de projets que je voudrais lancer. Je suis vraiment experte pour m'emballer sur toutes ces premières fois et évidemment m'éparpiller dans un peu trop de projets à la fois. Alors cette méthode des 100 fois, elle m'est d'un grand secours pour 3 raisons. D'abord, elle me permet de concentrer mes efforts sur les projets pour lesquels je suis vraiment prête à m'engager au moins 100 fois. Ensuite, elle me permet de maintenir mon engagement, y compris dans les moments creux, parce que l'objectif d'au moins 100 fois, eh bien, il me place dans une perspective plus long terme. Du coup, je n'attends pas des résultats tout de suite dès la première, deuxième, troisième fois. Et enfin, elle me permet de laisser à leur place, c'est-à-dire une place légère et sans enjeu, des tas d'activités que j'adore, mais à petite dose.